Par exemple, un assassin lambda a pu avoir une liaison pendant 3-4 semaines avec une copine. Pour des raisons, par exemple, de jalousie, il va passer à l'acte immédiatement. Hein, c'est-à-dire qu'on réduit le temps. Et plus le temps est réduit, il y a quelques faits divers actuellement comme ça, et plus le temps est réduit, plus l'intensité même du crime est importante. C'est une espèce de déferlement tout simplement parce qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de limites, à mon sens, au niveau de l'image, en tous les cas. Hein. L'image que l'on consomme, mais que l'on ne partage pas forcément. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous comme ça un petit peu nos propres références par rapport à la violence, l'intensité de la violence. Donc ça, je l'observe quand même de façon très, très évidente. Est-ce que vous avez une explication à cette exacerbation psychosociale, peut-être politique, de ce qui se passe pour cette nouvelle génération, à la fois de ce qui se passe en intrafamilial, mais surtout sur du social de proximité? J'ai entendu aussi des horreurs dans les cours d'école, dans les toilettes, enfin c'est juste terrible, avec des gamins très jeunes. Oui, oui. Alors moi, si vous voulez, ça part de quelque chose qui tourne autour quand même de. Alors c'est également très très symbolique à mon sens, mais du repas familial. Vous voyez, c'est-à-dire que partager un repas, alors c'est aussi banal évidemment, mais ça me paraît quand même important de le préciser ou de le repréciser. C'est aussi partager d'autres choses que le repas. Hein. C'est partager des difficultés, etc. On sait très bien que il y a des choses qui se dénouent quand on passe à table, si je puis dire. De moins en moins, ce que je constate, c'est que dans mes dossiers experto, ce que je constate, c'est que il y a de moins en moins de communication. C'est pour essayer de répondre à votre question. Hein. Au niveau intrafamilial, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que chacun joue le jeu, en quelque sorte comme ça, du fonctionnement familial. Hein. Mais les choses les plus importantes ou qui vont dériver par rapport à la société, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire que on partage le repas, on a plus ou moins un portable à proximité, pas forcément tout le temps, mais pratiquement tout le temps, que ce soit les enfants, mais les parents aussi. Hein. Et après, chacun va dans son espace, j'allais dire, dématérialisé, si je puis dire. Vous voyez, informatique. Hein. Et là, il n'y a plus aucune communication. Donc, il n'y a plus de régulation. Exactement, tout à fait. Et alors que c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des rôles comme ça qui ne sont plus prescrits. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disent certains psy ou psychanalystes sur les figures d'autorité, la place du père qui est un peu malmené, maltraité, la place des hommes dans ce champ-là? Alors, je parle à la fois les postures d'autorité symbolique de l'école, de l'institution. En gros, il n'y a plus rien qui tient debout, globalement, à l'intérieur duquel on met les familles, mais c'est toujours facile d'aller allumer les parents. Ça n'exclut pas qu'il y ait des défaillances. Et à l'intérieur de ça, une espèce de disparition de ce qu'est la fonction symbolique et aussi psychique du père symbolique. Je ne parle pas des hommes qui se comportent mal dans ce que disent ces professionnels, mais en tout cas une défaillance dans la structure psychique des garçons et par rebond des représentations des petites filles. Oui, ben je pense qu'il y a effectivement un déficit, à mon avis, important. On est aussi, il y a un fait de société qui fait que tout ce qui est du domaine, moi je vois ça aussi au niveau du juge des affaires familiales, des séparations. On va pratiquement maintenant, je sais plus par rapport à quel pays limitrophe de la France, mais on va certainement maintenant proposer pratiquement plus que des gardes alternés, vous voyez, par exemple.
hein, c'est-à-dire une espèce de répartition comme ça un petit peu égalitaire, hein, alors qu'il y avait encore, ça fait quelques années, une espèce de sacralisation comme ça de la fonction maternelle, hein. Donc ça évolue quand même de façon très très importante. Il y a aussi quelque chose qui, alors bon, je vais mettre des guillemets là-dessus aussi évidemment, mais je trouve que il faut faire attention. Et Dieu sait que j'examine beaucoup, beaucoup de femmes battues, hein, de femmes victimes de violences conjugales, hein, parce que c'est effectivement, je pense pas qu'il y en ait plus qu'avant, si vous voulez, mais il y a un fait de société. Le recueil de leurs paroles est plus facile maintenant, en tous les cas, au niveau des commissariats, je pense, hein. Maintenant, il peut y avoir aussi par rapport à ça un effet pervers, c'est-à-dire que autant à une époque on considérait que la parole de l'enfant était sacrée, vous voyez, notamment par rapport à l'affaire d'Outreau, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, autant et donc avec un effet pervers, c'est-à-dire que effectivement l'enfant était incapable de mentir, alors qu'en fait l'enfant est tout à fait capable de mentir. Euh, euh, Moi, j'observe ça un petit peu plus maintenant au niveau de l'image féminine, si vous voulez, hein. MeToo, etc. C'est-à-dire que j'ai absolument rien du tout, au contraire, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. J'en reçois énormément et ça m'arrive aussi de sortir de mon espace d'expert et de rentrer dans mon espace de psy avec une éthique professionnelle. Et quand je vois qu'elles sont bien amochées, non seulement physiquement mais psychiquement, si vous voulez, ça m'arrive aussi de leur dire que je les crois tout à fait. Et d'ailleurs, je sens à ce moment-là une espèce de soulagement chez elles important. Bah, c'est un sujet délicat pour le monde, plus particulièrement avec lequel je travaille maintenant, c'est-à-dire des atypiques. J'y mets à la fois les HPI et les personnes autistes. Oui. Au moins les 2/3 des femmes autistes sans doute ont été agressées sexuellement ou violées. Et les naïvetés intrafamiliales sont assez fréquentes, beaucoup tuent, beaucoup ignorées, où certaines personnes me disent, j'en ai vu quelques milliers. Se pose la question aussi qui est absolument délicate sur la responsabilité de la mère, c'est-à-dire celle qui sait qui dit rien. Et très souvent, Christelle Gavory, là, qui est venue sur ma chaîne avant vous, qui est neuropsy spécialisée sur les traumas, qui me disait, Oui. mais tu sais, des fois, on peut pas. Et quand il y a une personne abusée dans une famille, en général, il y a des abus qui se promènent dans l'arbre généalogique, et les mères, elles peuvent être paralysées, savoir et pas pouvoir bouger. Donc, ça crée des espèces de blocages intrafamiliaux, souvent avec des effets générationnels, mais vraiment, toutes les femmes, évidemment, sont touchées par le sujet, plus les femmes que les garçons, mais il y a aussi des garçons, malgré tout. Et dans un environnement qui tue, mais en particulier sur des personnes HPI et TSA. Oui. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Alors moi, je peux vous donner, parce que j'avais fait une statistique à un moment donné par rapport à mes dossiers, notamment par rapport aux abus sexuels des hommes abusés sexuellement, hein. Puisqu'en fait, et compte tenu de mon âge maintenant, j'ai pu comparer de génération en génération. Et j'ai vu des dossiers où j'avais examiné l'enfant abusé sexuellement. 20 ans après, j'ai examiné la même personne, auteur d'abus sexuels, dans le même dossier, hein. J'en ai fait pas mal, j'ai fait des recherches là-dessus, et je me suis rendu compte qu'il y en a à peu près 30 ou 35%, ce qui est quand même pas mal, hein. Ah ouais. Des abusés qui deviennent abuseurs, hein. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux mères qui effectivement sont aveugles et sourdes, hein, par rapport à un contexte incestueux, par exemple, hein. Mais effectivement, c'est à mon avis fondamental de faire un travail sur plusieurs générations, hein, puisqu'en fait, il y a des prescriptions conscientes ou inconscientes qui se mettent en place et qui bloquent
en quelque sorte euh, la protection maternelle, par exemple. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est pas uniquement parce que, par exemple, dans le couple, moi, incestueux, je cherche aussi si effectivement on n'a pas l'image comme ça classique du type hyper dominateur, tout puissant, tyran domestique, vous voyez, et puis donc la femme complètement soumise comme ça. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est-à-dire que dans l'histoire même de la maman, de temps en temps, on se rend compte quand même qu'il y a des choses aussi tout à fait compliquées en ce qui la concerne, qu'elle n'a pas forcément verbalisé ou qu'elle a cicatrisé à travers sa relation avec le père. Mais qui vient d'une histoire et d'un héritage de la générationnelle. Bien sûr, oui, 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 tout à fait. Pas de la génération où intrafamiliale où ils vivent ensemble. Hein. Ah oui. Euh, Est-ce que dans les abus, alors j'ai pas tout lu, mais j'ai pas vu de choses particulières là-dessus. Est-ce que ça vient essentiellement du père? Et je sais que ça peut venir parce que j'ai des retours aussi de la mère. Est-ce que vous avez des, des statistiques ou en tout cas une évaluation, Oui, la oui, répartition père-mère? oui, oui, oui. C'est pas homogène du tout. Hein. C'est-à-dire que bon, enfin, les chiffres c'est toujours dangereux. Vous savez, les psys Bien sont pas sûr. comptables, sont pas Oui. comptables. Mais je dirais 70-80%, ça vient quand même du côté masculin. Hein. Mais il y a quand même Euh, 20% du féminin. à C'est peu pas près. rien. Oui, et j'ai aussi, et dedans, je mets des dossiers où il y a les deux. Il y a le couple. Hein. C'est tout à fait sordide, et je m'en excuse, hein, mais j'ai vu des dossiers où la maman prépare la gamine. Hein. Comme Monique Olivier pour Fourniret. Voilà, enfin, je voulais pas, mais bon, je me l'étais un tout petit peu sorti de la tête, mais vous me la remettez dedans. Bah, c'est-à-dire que moi, Je vous je le prends dans la remercie. figure, tellement c'est horrible. Oui, Et comment ces enfants peuvent grandir. Il se passe des choses en intrafamilial. J'avais vu une fois quelqu'un qui avait dit la première grossesse peut être le démarrage de violence conjugale. oui, oui, tout à fait. Alors on sait très bien, mais ça aussi, enfin, je veux dire, on sait très bien qu'avoir un enfant, surtout un premier enfant, ça, au niveau du couple, ça remet en place un fonctionnement. Enfin, on réaménage les choses comme ça, un petit peu les critères hein, sont différents les uns des autres, mais ça peut déclencher de la violence conjugale, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, j'entends souvent, vous savez, moi je suis un laboratoire en quelque sorte, hein, cliniquement. Hein. Euh, quand je dis que je suis un laboratoire, moi c'est pas de la fiction, c'est de la réalité, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que Mais, hein, j'entends souvent ça. Hein, ah oui, mais vous savez, quand j'interroge, par exemple, une femme battue, quand je l'interroge un peu sur son parcours, hein, très souvent j'entends ah mais oui, mais c'est quand on a eu notre premier enfant que ça a commencé. Vous voyez, c'est pas anodin. C'est pas uniquement pour situer dans la temporalité. Hein. C'est par rapport à la dynamique du couple en quelque sorte. est-ce que dans vos expertises, donc vous avez à peu près 14 000 expertises, à la fois pour les agresseurs et pour les victimes, dans les parties intrafamiliales, vous avez repéré des choses particulières sur les tests de QI? Je vous donne une illustration en lien avec ma question. Dans ce que j'ai pu observer, par exemple, enfin observer, moi je suis comme vous, hein, je suis un laboratoire sur pied et je fais avec mes algorithmes personnels et les milliers ou dizaines de milliers de personnes que j'ai. Si le père est HPI, la fille est HPI, la mère pas HPI, le père et la fille vont fonctionner en Wi-Fi, ce qui de fait Ouais, va exclure la mère avec des risques de jeu incestuel ou incestueux, mais quelque chose qui va vriller
les postures de femmes, de filles et les postures de protection psychique des uns et des autres. Et ça peut se faire d'infraconscience, ce genre de choses, selon dans les familles HPI qui est concerné, ou si tous les hommes sont concernés ou toutes les femmes sont concernées. Mais s'il y a ces jeux père-fille qui parlent en Wi-Fi, c'est-à-dire qui ont une relation d'intimité et de proximité, auquel la femme n'accédera pas. Pour Oui, des alors, raisons. par rapport à ça, alors moi, si vous voulez, je vois l'ensemble de la population française, hein. Je vois aussi des familles extrêmement précaires, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que ça touche absolument tous les milieux sociaux. Ça touche aussi tous les niveaux intellectuels. Alors maintenant, beaucoup plus précisément par rapport à l'exemple que vous donnez, lorsqu'on a HPI du côté du père, HPI du côté de la fille, hein, moi ce que je constate, hein, là, c'est que la mère, hein, se victimise ou est indifférente. Et son Indifférente, mais mécanisme. pas à l'intérieur, j'imagine. Ah non, 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 mais elle est indifférente comme ça au niveau de la représentation L'affichage. familiale, si vous voulez. Oui, Ouais. tout à fait. Et est-ce que vous voyez une évolution, alors en lien avec ce qu'on disait avant sur les filles, les ados, les réseaux sociaux, est-ce que vous voyez une évolution dans les traumas, les viols, les violences et les meurtres Oui, familiaux? bien sûr, c'est de plus en plus violent. Au niveau de la temporalité, c'est-à-dire que c'est extrêmement rapide. Une, une liaison, euh, par exemple, un assassin lambda a pu avoir une liaison pendant 3-4 semaines avec une copine. Il, pour des raisons, par exemple, de jalousie, il va passer à l'acte immédiatement. Hein, c'est-à-dire qu'on réduit le temps. Et plus le temps est réduit, il y a quelques faits divers actuellement comme ça, et plus le temps est réduit, plus l'intensité même du crime est importante. C'est une espèce de déferlement tout simplement parce qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de limites, à mon sens, au niveau de l'image, en tous les cas. Hein. L'image que l'on consomme, mais que l'on ne partage pas forcément. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous comme ça un petit peu nos propres références par rapport à la violence, l'intensité de la violence. Donc ça, je l'observe quand même de façon très évidente. Ce que j'observe aussi, c'est une espèce de banalisation. Tout à l'heure, je l'avais écrit dans mon premier livre en 2019. J'étais quand même très étonné de recevoir assez souvent des gamines qui ont 12-13 ans, qui me disent, ou qui me disaient, monsieur l'expert, vous savez, il m'a violé. Bon, pour les préliminaires, j'étais d'accord. Mais pour le reste, j'étais pas d'accord, j'étais pas prête, etc. Bon, voilà. C'est d'ailleurs assez authentique, hein, à mon sens. Mais je lui dis, mais vous étiez d'accord, pourquoi, hein? Eh bien, par exemple, elle nous dit, bon, ben, pour le sucer, il n'y a aucun problème, j'étais d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que les préliminaires sont quand même, on est quand même dans une évolution, à mon sens, hein. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Et Mais pourtant, c'est comme ça. C'est mais partagé comme ça. C'est je sais, communiqué comme ça. mais Comment? c'est terrible. Comme vous dites, il n'y a plus de limite, donc tout est possible. C'est comme s'il n'y avait plus rien pour tenir les digues des pulsions, des passions. Oui, oui, tout à fait. J'ai l'image comme ça de faits divers où effectivement, vous avez des ados, il y en a un qui tabasse un autre, il y en a un troisième qui est avec son portable et qui filme. Et puis après, il va envoyer. Je veux dire, il existe lui. En fait, c'est la, la violence et le fait de communiquer, de faire partager la violence, ça rentre en quelque sorte dans le groupe d'appartenance des adolescents. C'est-à-dire que s'ils ne font pas ça, il y a une espèce d'identité sociale ou collective qui ne fonctionne pas. Et ils se sentent rejetés. Donc on est dans de la dictature de l'image, mais on est dans une forme de psychopathologie sociale, en fait. Ah, complètement. À mon sens, oui, tout à fait. Enfin, en tous les cas, c'est. Alors, bon, c'est je veux dire, là, vous m'interrogez plus en tant que citoyen, en quelque sorte, que psy. Bah Hein. aussi, Mais, en tant qu'expert, c'est-à-dire que vous expertisez des personnes
mais là, on est sur des personnes collectives, on est sur Ah oui, des c'est une pathologie sociale grave qui autorise ça. On pourrait peut-être transposer ce qui se passe pour un individu dans un corps social. oui, complètement. C'est-à-dire si, je crois que c'était Moreno qui avait travaillé ça pas mal. C'est-à-dire que on sait très bien que le groupe c'est plus que la somme des parties qu'il compose, hein, mais en même temps il faut qu'on soit dans le groupe individuellement, parce que si on ne l'est pas, on va avoir un ressenti de rejet en quelque sorte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'actuellement on appuie énormément à la fois sur le groupe d'appartenance au niveau des adolescents. Il faut que, c'est important que, et puis sur les notions de rejet et de harcèlement en même temps. Vous voyez, dans l'espace scolaire, par exemple. Donc en fait, c'est deux, à mon avis, c'est deux phénomènes qui fonctionnent aussi en synergie. L'un alimente l'autre. Et il y a de plus en plus de harcèlement. Alors les gens atypiques ou différents ou autistes ou qui ont du handicap se font harceler. C'est comme s'il y avait une dictature de la norme et Oui, la difficulté à coexister avec des gens différents. Mais ça montre bien des fragilités psychologiques majeures, collectivisées en fait. Donc il pourrait donner complètement. des autorisations. Avec également un autre danger très important, c'est qu'à partir du moment où ça fragilise effectivement l'individu, il peut s'exposer à une forme de radicalisation, hein, par compensation. C'est, C'est est-ce ce que qu'on observe, c'est ce qu'on observe actuellement, si vous voulez. Quand la gamine de 12 ans là prend un couteau pour menacer son professeur en disant je vais faire la même chose qu'à Arras, vous voyez, enfin au niveau de l'actualité quoi. Hein, je veux dire 12 ans, elle a absolument pas intégré tout ce qui est le domaine de la géopolitique, évidemment. Elle a simplement absorbé, mais elle a aussi absorbé l'intensité même de la problématique. c'est ça Et qui est fou. elle la véhicule. Hein. Mais après, ça va être contagieux par des phénomènes d'énergie, de reconnaissance, d'identité collective, des Oui. feedbacks des pairs, surtout pour des enfants qui sont pas terminés et qui sont poreux là-dessus. C'est ça, l'appartenance. Il faut absolument que j'appartienne à cet espace-là. Est-ce qu'il n'y a pas un combat entre le modèle familial et le modèle social? C'est jusqu'à quel point les parents peuvent corriger ça? Parce que souvent, il y a une espèce de mise en responsabilité des parents, pour autant qu'ils soient tous les deux là, ce qui n'est pas gagné par les temps qui courent. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à un moment donné où les parents n'arrivent plus à tenir la charge par rapport à la pression sociale? C'est Si, pas bien non sûr que plus pour si. les déresponsabiliser, hein, bien sûr. Bien sûr que si. Non, non, moi je critique absolument pas, ou je responsabilise pas du tout, ou j'irresponsabilise pas du tout les parents. C'est simplement un constat clinique, si vous voulez. Hein. Par exemple, vous savez, quand j'étais jeune, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être psy, ils m'ont dit mais ça va pas, c'est pas possible, tu vas pas gagner d'argent, tu pourras pas faire vivre ta famille, etc. Bon, voilà, ça me fait sourire maintenant, si vous voulez. Hein. Il faut savoir que les psys travaillent de 7 heures du matin à 9 heures le soir. C'est pas par hasard. C'est un métier magnifique et ingrat en même temps. Et justement, parlant des psys, est-ce que vous avez vu un effet des confinements là, ces 3-4 dernières années? Parce que je Oui, vois sur les territoires, moi j'ai créé des groupes d'atypiques un peu partout dans le monde, gratuits et bénévoles, mais des gens qui m'appellent en disant est-ce que vous connaissez des psys, des gens bien dans tel endroit? Mais en fait, pour beaucoup, d'abord, ils sont épuisés. Un certain nombre sont en burn-out, c'est-à-dire qu'ils sont tellement saturés par rapport à ce que vous venez de dire, soit sur la charge de travail et aussi sur la nature de ce qu'ils entendent. Alors, ce sont aussi des digues qui parfois s'écroulent un peu, mais un effet de l'effet du confinement, parce que les nouvelles générations les ont pris dans la tête et dans le ventre en même temps avec les enfermements. Et il y a eu une augmentation des violences intrafamiliales. oui, il y a eu aussi une augmentation d'actes de fragilité, enfin de suicide. Hein.
tout simplement parce qu'il y avait aussi là quelque chose qui dysfonctionnait, c'est-à-dire que un adolescent, un préadolescent veut découvrir le monde. Et on peut pas l'enfermer dans tous les sens du terme, si vous voulez. Hein. Donc cet effet d'enfermement là, hein, alors bon, les spécialistes utiliseraient des expressions beaucoup plus techniques, mais en fait c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup plus simplement dit, moi pour exister quelque part, pour prendre de la distance par rapport à l'autorité parentale, par exemple, j'ai besoin d'ailleurs. Si effectivement je fonctionne pendant 1 ou 2 ans comme ça, de façon tout à fait en autarcie et de façon tout à fait enfermée, ça peut pas le faire, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, il y a effectivement des fragilités qui vont réémerger. Donc, ce que vous avez vu, c'est des suicides. Est-ce que vous avez vu des agressions, des meurtres ou des choses comme ça, ou des perversions d'ailleurs, qui se sont développées? Oui, oui, oui. Enfin, il y a ma réponse dans votre question, hein, c'est-à-dire que, mais je peux pas en mettre un au-dessus de l'autre. J'ai pas forcément fait de statistiques, si vous voulez, hein, mais moi j'ai observé par rapport à cette tranche de population une augmentation des, des, des crimes et des délits, hein, une augmentation. Et là, parce que vous faites toujours des expertises, est-ce que vous Oui. voyez que ça s'apaise ou vous voyez en fait que ça continue parce qu'il y a des choses qui se sont enquistées structurellement sur le temps? Alors, si vous voulez, moi je suis pas, je suis, je suis un psy judiciaire, hein, c'est-à-dire que normalement, je suis pas un thérapeute. Hein. Donc je suis pas forcément dans la répétition comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'une personne, je la vois 1 fois, 2 fois, mais je la vois pas pendant 6 mois. Donc c'est important, si vous voulez. Hein. Et puis dans une situation donnée, c'est-à-dire dans un protocole de prise en charge donné. C'est-à-dire que, par exemple, pour les femmes battues, je les vois très vite parce qu'en fait, on me pose des questions autour du fait de l'authenticité même de leurs propos. Vous voyez? Est-ce qu'effectivement, elle n'a pas une tendance à plutôt exagérer parce qu'elle est en colère, parce que effectivement, elle veut entre guillemets se débarrasser de son compagnon. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on me pose et moi très très vite, je me rends compte que 90% des dossiers que je vois, c'est quand même effectivement des victimes de violences conjugales de façon authentique. C'est délicat quand même ce que vous faites et c'est souvent attaqué. C'est comment être sûr d'être sûr. Et dans votre dernier livre, vous parlez d'un cas d'une jeune femme qui vous a un peu manipulé. Comment être sûr d'être sûr? Eh bien, Euh, ouais, oui, tout à fait. Alors ça c'est mon combat actuel, hein, monsieur, avec les jeunes experts. Dans des DU de psychocriminologie, par exemple, ou quelque part, si je caricature un tout petit peu, ça s'est déjà passé d'ailleurs au procès de Monique Olivier, là c'était un peu étonnant d'ailleurs, des experts psy qui viennent déposer à la barre avec un PowerPoint. Vous voyez, c'est-à-dire que en donnant des graphes comme ça, des courbes gaussiennes, etc., par rapport à différents traits de personnalité, c'est tout à fait étonnant. Bon, voilà. Moi, ça me paraît dangereux pour répondre à votre question. Hein. Tout simplement parce que la définition de la perversion, c'est pas une définition scientifique. Ça se saurait. Hein. Il y a différentes formes de perversion. Elle est utilisée, vécue différemment, perçue différemment. Donc, si effectivement on aborde les choses de façon scientifique, quelque part on va arriver un petit peu comme l'ADN, si vous voulez, hein, à terme. Moi, ça me paraît extrêmement dangereux au niveau de l'être humain. Hein. Donc oui, je me suis déjà trompé. Oui, ça a des conséquences importantes, certainement. J'essaie de me tromper le moins possible. C'est pour moi, c'est une vigilance quotidienne. Hein.
et en même temps, je n'ai aucune certitude. J'ai fait des centaines de procès d'assises et je répète ça systématiquement aux jurés, parce qu'en fait, vous savez, les jurés, c'est à dire d'experts en quelque sorte. Hein. Sauf que nous, on n'est pas des experts en automobile ou en charpente métallique. Hein. C'est un petit peu différent. Donc, on peut se tromper, il faut faire preuve d'humilité. En même temps, être humble, ça ne veut pas dire ne pas avoir quelque part quand même d'éléments qui font qu'on va plutôt aller dans le sens effectivement d'une culpabilité ou pas, hein, évidemment. Alors, j'ai un peu la même posture sur la question de la douance atypique. C'est pas réductible à des chiffres et à de la science, quand bien même la science est utile. Ah oui. Comment vous allez, au-delà de la science qui est utile, des protocoles, des outils, quelque chose qui peut pas être totalement industrialisé ou protocolé, et tant mieux qu'il n'y ait pas de l'IA là-dedans, faut espérer. Que ça se fait pas avec des PowerPoint, c'est joli en quadrichromie, sauf que c'est juste joli de dessus, et que l'humain est bien plus profond et subtil que ça. Par où vous passez, ou comment vous faites, au-delà de votre expertise, de vos formations? Je pense qu'il y a quelque chose que moi j'appelle organique, viscéral ou animal, c'est-à-dire une espèce d'intime conviction qui est peut-être pas toujours facile à expliquer ou à justifier. Comment vous gérez in fine ça, c'est-à-dire ce que vont vous dire des chiffres et des outils, et puis de l'autre côté, ce qu'est votre personne, transmissible ou pas, mais qui va faire que c'est vous qu'on vient chercher et que c'est votre intelligence à vous, et qu'une machine ne fera jamais ça. Oui, ben ça c'est à mon avis tout à fait fondamental. Alors évidemment, c'est beaucoup plus protecteur effectivement de mesurer par exemple la dangerosité d'un individu avec une grille, hein, des items, hein, qu'on va noter de 0 à 20. Si effectivement on constate que par rapport à certaines situations, il va avoir 18 sur 20, on va considérer qu'il est extrêmement dangereux. Mais ça, c'est une protection. Moi, pour répondre à votre question, je n'ai jamais procédé de cette façon-là. J'utilise des tests, hein, évidemment, mais ce sont que pour moi que des moyens d'investigation, hein, essentiellement des moyens, et non pas des fins en soi. Maintenant, la difficulté, c'est que j'y laisse beaucoup de plumes, à titre personnel, comme je vous le disais initialement, dans mon propos en tous les cas. On peut pas tricher. Alors, je dis pas que mes collègues qui utilisent des tests scientifiques sont des tricheurs. Non, je dis pas ça. Je dis qu'on peut pas tricher cliniquement. À un moment donné, il faut y aller. Vous voyez, par exemple, Fourniret à un moment donné, j'en ai discuté avec d'autres experts qui l'ont examiné, notamment les psychiatres, me disaient, moi, j'en pouvais plus, j'ai arrêté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'était moi l'expert, c'est pas vous, ça suffit, voilà. Donc moi, j'ai pas eu du tout cette posture-là avec Fourniret. Je pense qu'il m'a profondément manipulé, marqué. Je le suis encore, hein, puisque vous voyez, je vous en parle. Tout simplement parce que j'ai vraiment essayé d'aller à l'intérieur de lui-même, quoi, hein, en sachant que ça touchait vraiment mes valeurs les plus intimes, conscientes, et voire inconscientes. Hein. Mais je pense que c'est ça, et c'est en ce sens que, enfin, je vous avais dit, je pense qu'il y a une dimension spécifique de ce type de métier quand on est atypique, et quand vous allez à l'intérieur de quelqu'un, ce que je fais aussi parfois, vous y mettez votre carcasse, donc vous sortez pas indemne de ça, et qu'on est loin du PowerPoint en termes d'investigation, en termes d'engagement, en termes de prise de risque, et donc d'accès à des informations beaucoup plus subtil, mais vous jouez votre peau quand même là-dedans. Alors, oui, et puis ça me fait peur, parce que c'est déstabilisant. Parce que c'est déstabilisant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas reposant psychiquement. Hein. En même temps, voilà, c'est comme ça. Hein.
Alors j'ai une autre question en creux. Est-ce qu'avec des gens comme Fourniret, qui est un bon cobaye, c'est pédagogique, vous apprenez des choses, soit sur vous, soit sur la nature humaine? Parce que c'est challenging, mais c'est un combat comme un art martial, et puis normalement, il faut essayer d'en sortir vivant. Est-ce que vous apprenez des choses de ce genre d'expérience-là qui permet aussi de se mettre à distance, que vous soyez allé chercher ou pas? Oui, je vais vous faire une confidence, monsieur. La dernière fois que j'ai vu Fourniret, c'était en 2018. Alors, c'est aussi très concret, évidemment. Il m'a proposé de faire un bras de fer. Vous voyez, de la symbolique. Il m'a proposé de faire un bras de fer. J'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une question que je me pose encore maintenant. Vous voyez, parce qu'en fait, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, mais qui m'a aussi pas mal manipulé. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on soit expert ou pas, on est tous à un moment donné manipulables par rapport à l'autre. Et à mon avis, c'est une bonne chose. Hein, si on peut s'en protéger par ailleurs, évidemment. Hein. Mais je me suis toujours posé cette question, c'est-à-dire que moi j'ai entendu votre question comme quelque chose du domaine du corps à corps. Vous voyez, c'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, quand j'examine un tueur en série, il m'est présenté comme un type qui est entravé et enchaîné, au sens physique du terme. Hein. Il a des menottes, il a des entraves, il marche comme ça. Vous voyez, enfin, comme dans les films. Oui, c'est ça, comme dans les films. Mais là, c'est la réalité. Hein. Donc, moi, la première chose que je demande au gardien, c'est qu'il retire tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une espèce de corps à corps, de face à face, où quelque part on est à égalité. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. On n'a pas la même histoire, on n'est pas là pour les mêmes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, ça permet comme ça un petit peu, relativement rapidement, d'entrer en relation. Je ne dis pas en empathie, mais en relation. Hein. Ben, vous envoyez un message, en même temps c'est extrêmement courageux parce que possiblement vous vous mettez en danger, et comme vous avez pu dire la fois, vous repérez où est le bouton rouge au cas où ça se passe mal. Exactement. Mais il y a une espèce d'engagement physique sur le coup du bras de fer. Je pense que ces gens-là, ils sont pas dupes de ce qui se passe, et comme vous disiez, ils sont plutôt extrêmement aimables dans l'accueil, sans être dupes de ce qui se joue dans l'affaire. Mais c'est toujours de la manipulation et de la contre-manipulation, donc ils sont en permanence en test. Ils sont, tout à fait, ils sont, enfin je le dis souvent, mais ils sont courtois. Ils nous reçoivent sans difficulté, ils sont même contents, si vous voulez. Hein. Plus on reste de temps, plus ils sont contents, en quelque sorte. Hein. Maintenant, faut pas être dupe non plus, hein, faut pas être naïf. Manifestement, ils en ont strictement rien à faire. Hein. Si ce n'est que c'est en général, si vous voulez, quand on les voit, évidemment, ils sont arrêtés, ils sont incarcérés. Hein. Donc ils sont plus dans ce que j'appelle le dehors criminel. Le dehors criminel. Le dehors criminel, pour eux, c'est la toute-puissance, l'impunité totale. Hein. Notamment pour du Fourniret et compagnie. Maintenant, avec les méthodes scientifiques, ils seraient arrêtés beaucoup plus vite, si vous voulez. Hein. Mais à l'époque, bon, c'était relativement facile pour eux. Après, ils sont arrêtés. Donc là, ils sont incarcérés. Et donc, il y a une espèce de mort psychique pour eux, en quelque sorte, par rapport à leur cheminement criminel. Donc, il faut bien qu'ils fassent quelque chose pour survivre psychiquement, hein, par rapport au dedans carcéral. Et donc, les expertises, les dossiers, etc., c'est pour ça qu'en règle générale, ils ont tous plus ou moins encore un dossier sous le coude. Vous voyez, par exemple, Monique Olivier, voilà, quoi, elle dira pas où sont les corps, etc. Hein. Tout simplement parce que
pour eux, c'est une façon de continuer à survivre psychiquement. Donc l'enjeu, il est majoritairement là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une Oui, partie d'eux, ça pourrait être des personnalités multiples qui donnent le change, une autre qui est pas dupe, une autre qui vous teste, euh, euh, avec un côté animal qui essaie de savoir comment ils peuvent vous déstabiliser et en même temps vous leur être utile. Et oui, puis il y a peut-être un truc dont ils savent pas ce qui va se passer non plus. C'est-à-dire oui, ils oui. peuvent possiblement être capables de tout. Oui, complètement, complètement, tout à fait. Je vais prendre un autre exemple de Monique Olivier. C'était tout à fait étonnant quand on la voit comme ça, une image d'une femme tout à fait absente, Ouais. transparente. Hein. Je dis souvent que si elle pouvait passer entre le mur et le papier peint, elle l'aurait fait. Vous voyez, enfin, c'est plus que de l'inhibition. Hein. Il y a rien On est qui dans d'autres. bouge. Voilà, voilà, exactement. Moi, je l'ai vu toute une journée. Le matin, l'administration belge, quand je l'ai vu en Belgique, avait oublié de lui dire que j'allais venir. Donc, quelque part, je l'ai pris au saut du lit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle n'était pas apprêtée, elle était en claquette, en survêtement, hirsute, enfin, voilà. Bon. Et puis, je lui ai dit que j'allais revenir l'après-midi. Parce que j'avais encore pas mal de questions à lui poser, etc. Bon. Quand je suis revenu à 14 heures, elle était maquillée, apprêtée, vous voyez, dans une espèce d'espace de séduction, comme peut l'être un homme et une femme, peu importe quel est l'homme, peu importe quelle est la femme, et peu importe quel est le lieu où on était. Vous voyez, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ces personnes à facettes, en quelque sorte. Vous voyez, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de les appréhender. Donc votre travail, est-ce qu'on peut, parce que des fois ce sont des questions qui peuvent se poser, vous les avez eues, la différence entre votre travail d'expert et le travail d'un psychiatre auprès de la cour, par exemple. Oui, oui, oui. Alors, il y a des différences, j'allais dire, au niveau des questions qui nous sont posées. Hein, parce que, en fait, le psychiatre, lui, dans l'histoire même des missions expertales, est mandaté pour savoir si la personne, au moment des faits, était en état de démence ou pas, au niveau du code de procédure pénale. Hein. Parce que l'enjeu du diagnostic psychiatrique est très important. C'est-à-dire que si le psychiatre considère que la personne était en état de démence, il n'y aura pas de dossier d'instruction ni de procès. Hein. Bon. L'expertise psychologique, elle, s'articule autour notamment de l'organisation de la personnalité. C'est complètement différent. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on a été amené à ce type de passage à l'acte. Est-ce qu'il y a un niveau de conscience? Est-ce qu'il y a une altération ou pas? Est-ce qu'il y a des capacités intellectuelles, hein, notamment, de jugement, de discernement? Alors après, on a articulé ça différemment en disant, on a posé la question au psychiatre de ce qu'on appelle la dangerosité psychiatrique, hein, et on a posé la question au psychologue de la dangerosité criminologique. Hein. Et c'est notamment la dangerosité criminologique, c'est lié pratiquement essentiellement à la notion de potentiel de récidive ou pas. Hein, Est-ce qu'on c'est-à-dire peut que là aussi, récupérer la personne ou pas, en fait? oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi une question qui nous est posée. Il faut qu'on soit extrêmement précis par rapport à ça, tout simplement parce que ça va dépendre aussi du quantum de la peine. Hein, Ah oui. si on considère, par exemple, c'est également un peu un effet d'annonce, mais moi, à la question de la dangerosité de Michel Fourniret, j'ai répondu que il fallait absolument que l'on sécurise l'infirmière qui allait le veiller sur son lit de mort. Vous voyez, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de réinsertion quelconque. Voilà, donc après, effectivement, bon là c'est le bout du bout en quelque sorte. Hein. Mais plus effectivement on va se prononcer sur la dangerosité criminologique,
plus le quantum de la peine risque d'être important. Parce que la société va se protéger en quelque sorte. Je comprends. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des cas qui vous laissent dubitatif, où vous avez des choses et vous savez pas, quand bien même vous avez toute une batterie d'outillage, d'expérience, de référentiels, je pense qu'ils peuvent vous aider, mais est-ce qu'il y a des cas étranges? Des fois, vous dites que votre boulot, c'est d'expliquer l'inexplicable, mais est-ce qu'il y a des fois où vous pouvez pas expliquer l'inexplicable? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En même temps, j'ai souvenir quand j'étais jeune expert d'un président de cour d'assises de Paris. C'est peut-être mes deuxièmes ou troisièmes assises. Vous savez, c'est pas simple hein, quand on est jeune expert, passer à la barre comme ça. Bon, maintenant c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais à l'époque c'était pas si simple que ça. Et le président me pose une question et je lui réponds: une question difficile, monsieur le président, je ne sais pas. Vous voyez? Et il me regarde, il me dit: monsieur l'expert, si vous êtes là, c'est pour me répondre. Autrement, vous servez à rien. Vous voyez? Bon, c'est tout. Hein, voilà, faut faire avec. Hein, faut faire avec. Donc, en général, en cours d'assises, j'essaie toujours de répondre aux questions qu'on me pose. Mais ça m'est déjà arrivé, par rapport à votre question, de dire: mais écoutez, je ne sais pas. Hein, alors, je peux le dire autrement, hein, c'est-à-dire que, en général, je mets un petit peu d'humour, hein, c'est-à-dire que je dis: bah, écoutez, voilà, bah, je suis pas Madame Soleil, ou je lis pas dans le mar de café, vous voyez, enfin, je veux dire, mais bon, c'est ce que ça veut dire, quoi. Mais ça vous arrive parfois d'être sec comme ça, enfin, de pas pouvoir arbitrer au regard de tout ce que vous avez à disposition. Mais vous savez, ma quête, tout à l'heure je vous parlais de mon ego, hein, mais ma quête de toute puissance, moi je ne l'ai pas. Hein. Il vaut mieux. Hein. Au contraire, je veux dire, et c'est quand même tout à fait particulier, à savoir que plus j'avance dans ce métier, plus je me demande si je suis compétent. Qu'est-ce qui vous manquerait pour être compétent à part la baguette magique? Vu de chez vous. Hein. On ne peut pas l'être compétent. Je pense qu'on ne peut pas l'être dans notre matière. En tous les cas, c'est pas possible pour moi. Quelqu'un qui va vous dire: je suis compétent dans ma matière, ça me paraît dangereux. Vous jouez avec l'insondable. C'est ça. Alors que paradoxalement, depuis quelques années, je me rends compte qu'en fait, je vais dire les choses comme ça, je suis pas si incompétent que ça. Est-ce que c'est pas un signe de compétence de dire ce que vous venez de dire? Bah, c'est pas à moi de le dire, monsieur. Non, mais c'est moi qui le dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, c'est la compétence, c'est de connaître ses limites et de pas ignorer les zones d'ombre ou les zones d'incompétence, surtout quand on touche à la nature humaine. Il y a des choses qui nous échappent souvent. Bien sûr, bien sûr. Ce qui me travaille beaucoup, par exemple, excusez-moi, monsieur, ce qui me travaille beaucoup, c'est que ça m'arrive, un peu moins maintenant, mais ça m'est arrivé beaucoup de me dire: mais oh là là, compte tenu de tes conclusions d'expertise, par exemple, il va rester en prison, ce type-là. Hein. Voilà, alors que t'es pas trop certain de toi. Vous voyez? C'est quand même un sacré métier. Hein. Ça isole beaucoup quand même, ce truc-là. Hein. C'est une charge psychique, physique sans doute. Enfin, vous avez dit que ça vous a pas laissé indemne pas tout à fait, non. Au niveau des maladies.